au docteur Lydia Oujama, qui est médecin spécialiste en rééducation physique, médecine physique et rééducative, qui travaille à Saint-Étienne. Avec Chantal Delon-Martin, nous allons vous lire un extrait en fait d'une fiction que je suis en train d'écrire dans un cadre plus romanesque. Ces extraits, ça vous raconte en fait, en tout cas c'est une tentative pour traduire à travers mon expérience de clinicienne ce que pourrait ressentir un patient conscient, mais considéré par son environnement humain comateux, parce qu'il y a souvent un décalage temporel entre le moment où la communication se rétablit avec le patient et en fait, le moment où il a été vraiment réveillé. Donc ce que je vais essayer de partager avec vous et avec l'aide de Chantal aujourd'hui, c'est cette dissonance en fait de la perception, de ce que font les autres, de ce que pensent les autres, de ce que le patient peut ressentir dans cette phase. C'est très romancé, hein. Et c'est une forme de voyage mental très particulière. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu plus fort? Oui. Avance-toi un peu. Il faut se décoller du mur où il y a l'écran parce qu'il y a un phénomène acoustique qui fait que quand on est collé à l'écran, on entend moins bien la pièce. D'accord. Et on va diminuer un peu la lumière. On voulait vous plonger un petit peu dans cette espèce de demi-obscurité. Comme tu l'entends. Je vois si tu l'as vu. Ah oui, mais je voulais pas éteindre complètement, tu vois. Comme ça, c'est trop. Ah oui, mais si, avec le portable. Avec ta lumière de portable. C'est bon. Vous m'entendez? Oui. Moi, je peux lire aussi. Ah non, tu disais, en fait, il ne fallait pas être trop. Si, mais t'as le micro. Oui, on s'en fiche. Ok, très bien. Alors, attends, j'arrive à le lire. Ouais, pour moi, c'est bon. C'est l'histoire de Laurent V, 17 ans. L'histoire débute le jour de son accident vasculaire cérébral. Puis le voyage commence. Il se déroule de la réanimation à l'unité d'éveil de coma. Au voyage de Laurent répond celui de sa mère, Madame V, témoin et soutien dans cette épreuve. C'est l'histoire de Laurent V, 17 ans. Au début, Laurent. La flamme du brûleur est jaune et bleue, et petite et gigantesque, à mesure qu'il fait tanguer les gambasses dans le boc. Il essuie son front, suant, du dos de sa main, réduit la flamme, couvre le boc. Il se penche et ouvre le four. Une vapeur odorante s'en échappe et lui engloutit la tête un instant. Il attrape le plat de fonte par les deux mains, à l'aide d'un unique torchon tendu d'une poignée à l'autre. Il le dépose et sur un autre torchon déplié sur la petite table au milieu de la cuisine. Il le dépose sur un autre petit torchon déplié sur la table au milieu de la cuisine. La dinde est fumante et dorée. La fonte et la volaille sont encore lourdes. Il se retourne, éteint le feu sous le wok, puis se dirige vers le réfrigérateur. Il cherche des yeux le bloc de foie gras. Il en trouve deux, l'un sur l'autre. Il va se saisir du bloc du haut, mais le manque. Le poing s'est refermé trop tôt. Le foie gras gît à ses pieds. Il voit maintenant le papier sulfurisé froid dans sa main. Et son autre main, il la voit accrochée à la poignée verticale du réfrigérateur. Le reflet argenté de la porte du réfrigérateur se prolonge d'un goût métallique dans sa bouche. Il sent le poids de son corps comprimer sa colonne vertébrale, surtout au niveau de sa nuque, comme si on venait de charger un autre sur le sommet de son crâne. Marcher jusqu'à la table, seulement s'il le veut, intensément, et par un effort surhumain. La lumière du plafonnier, d'habitude tamisée, illumine toute la cuisine. À quelques mètres au-dessus de l'évier, la crédence composée de petits carreaux de céramique le brille. Il en perçoit si bien la granularité et jusqu'à la moindre aspérité. L'odeur du volaille est devenue intense et prégnante,
là, juste devant lui, sur la table de formica toute petite. Et la chaise, est-ce une chaise pour enfants? Il voudrait parler. Il les entend comme s'ils étaient ici, à quelques centimètres de son oreille. Dans le salon, sa mère s'entretient au téléphone avec son oncle. Chaque syllabe, chaque mot. Joyeux Noël, frérot. L'intonation trop grave et les fins de phrases rieuses qu'elle prend quand elle a bu. Il les entend. Il y a aussi la musique qu'il reconnaît, le boléro de Ravel, sublime. Comme jamais auparavant, il éprouve l'intensité de vie. Alors qu'il s'en émerveille, quelque chose meurt en lui, au même moment. Au début, Madame V, la mère de Laurent. Laurent, tu m'entends? Madame, est-ce qu'il respire? Laurent! Madame, est-ce qu'il respire? Je sais pas. Madame, les secours sont en route. Vous allez commencer le massage cardiaque. Laurent! Madame, posez le téléphone au sol. Appliquez les paumes de vos 2 mains jointes, l'une sur l'autre, au centre de sa poitrine. Appuyez fortement, bras tendus, et à un rythme soutenu. D'accord. Sa voix, ses doigts tremblent. L'iPhone lui échappe, tombe au sol. Elle le ramasse, le jette, commence le massage cardiaque. Madame, le SAMU est en route. Il sera là dans 7 minutes. N'arrêtez pas le massage cardiaque. Le long d'une route déserte, une sirène bleue fissure l'obscurité. Le coma en réanimation. Laurent. Une nuit totale, infinie. Le néant qui n'a de commencement et qui dure, perpétuel. Et l'univers se propage éternellement. Encore. L'immensité noire grandit. Et encore. Encore une fois. Se dilate. Sans limite, en silence, s'étend. Immense marée qui déplace tout l'espace d'un unique et même mouvement infime et dans toutes les directions. La course lente de l'univers qui croît encore, sans fin, sans bruit. Imperceptiblement ralenti, recommence dans une lenteur infinie, encore, se réétend et vibre au son de tambour, puis le silence. J'ai augmenté la sédation et je l'ai curarisé. Il se désadaptait du respirateur. Tu as une fenêtre Doppler? Non. Justement, seulement la pique. Les 2 hommes en tenue de bloc observent la courbe jaune qui se dessine et qui oscille lentement, en temps réel, sur l'écran noir du moniteur. Parmi d'autres courbes régulières, l'éclairage artificiel crée une lumière bleu pâle et repousse celle du jour venue par la grande vitre sans fenêtre. La pièce carrée et anonyme, ses cloisons engrossées de mobilier lissé blanc, de puissants bras métalliques, articulés, sortis des murs et du plafond, portant le moniteur, l'ossature, sans fil et sans castre, 4 puis 5 seringues électriques. Chaque seringue contient 50 ml d'un seul médicament, perfusé, à débit, contrôlé, jusqu'à la voie veineuse centrale. Là où chaque drogue est acheminée par un cathéter transparent, ténu et long de plusieurs dizaines de centimètres. Le respirateur propulse l'air enrichi en oxygène dans le tuyau crénelé et translucide, jusqu'à la sonde d'intubation, maintenue par une cordelette de plastique grise. Un mort entre les commissions radiales. La sonde est fixée par un sparadrap blanc sur la peau. Chaque cycle dessine une courbe bleue sur l'écran incolore du respirateur. Régulièrement. Le coma en réanimation. Laurent et sa mère. Tu es allongé immobile, le clapotis de l'eau, constant. Chaque vague te déplace légèrement vers le haut, puis tu reviens te déposer au fond. Tu es immergé et pourtant tu ne te noies pas. Le clapotis s'est mué lentement en bruit sourd, le tambour qui t'hypnotise. L'eau dont tu sens le poids sur ta poitrine, sans douleur. Les sons aigus qui annoncent le vol de hordes d'oiseaux. Le grondement de l'orage et maintenant les éclairs dans le ciel. L'aurore. Respire, Laurent, mon cœur, s'il te plaît. Tu peux respirer sans la machine. En réanimation. La mère de Laurent. Du trajet de l'AREA jusqu'à l'arrêt de tram, elle ne saurait rien dire. Ni le service, ni l'étage, ni le dehors. Seulement le relais H à la sortie,
Parce que c'est là qu'elle a passé les heures, abrutie de douleur, puisque le pronostic vital restait engagé. Maintenant, ils essayent de le faire respirer seul. Ô Seigneur, faites qu'il respire seul. Elle échoue à l'arrêt de tram, et cela la positionne obligatoirement face à l'entrée de l'hôpital. Ses épaules s'affaissent, et son dos se voûte, en quelques jours, mais combien au juste. Maintenant, elle vit sous terre, écrasée. Une jeune femme sort sur le parvis, d'un pas léger. Elle prend à gauche et poursuit vers le centre psychiatrique Levinati. Branchée et rougissant de plaisir sur son smartphone. C'est une réanimation, elle le réalise brusquement. Elle était là à leur arrivée, en blanc, visage contrit de Madone. Maudit inconnu qui court vers sa joie maintenant, qui baisera ce soir. Le gouffre infranchissable de la rue les sépare. Ils vont lui faire une trachéotomie demain matin. Ô Seigneur. L'arrivée dans l'unité d'éveil de coma. Un jeune homme nu, allongé, imberbe, la peau blanche, presque scintillante, dessine chaque muscle de ses épaules déployées. Le corps dans la force de l'âge, en pleine santé. Elle pense, il aurait pu être mannequin. Elle observe le sillon entre les muscles grands droits, de la pointe du sternum à l'ombilic et vers le creux qui précède le pubis. Lente vague de douceur. Sur le bras galbé, sa main s'attarde, un contact léger dont elle apprécie la tiveur. L'homme ne réagit pas, alors elle se rend compte, elle est ructe. Vous avez froid? Elle couvre le torse d'un carré de tissu jauni. Deux mains rapides le retirent aussitôt. Déjà le remplace d'une serviette pâle, usée. La tête d'oreiller, ça ne séchera pas. Les mains expertes frottent rapidement la serviette sur la peau. Sous chaque essai, en couvrent à nouveau le torse, saisissent l'épaule et la hanche droite, impriment au corps tout entier un mouvement de rotation d'un bloc. L'homme est maintenant sur le côté, de dos. Elle regarde les mains assurées qui maintiennent le corps en équilibre. Elle est stupéfaite. Si tu as des questions, tu me demandes. C'est normal au début. Elle se regarde par-dessus le corps dans le lit. L'aide-soignante lui sourit, puis arrange les draps. Le jeune homme est pris d'une quinte de toux, rauque et sonore. Son corps se braque. Le rythme cardiaque de la jeune infirmière s'accélère. Sa main tremble lorsqu'elle saisit la sonde d'aspiration. À chaque quinte, la sonde bute sur la paroi de la canule. 3 fois, 3 gestes inutiles, puis la sonde glisse. Aspire les sécrétions trachéales. Ça ne tarde pas, jusqu'à la nausée. Le regard se croise. Il la fixe intensément. Elle frémit. Bonjour Laurent, je suis le docteur Jérémy M. Bienvenue dans notre unité d'éveil. Jérémy est debout face à Laurent, les deux pieds nus. Et pendant un instant, le regard de Jérémy erre et s'égare dans toutes les directions de la pièce. Finalement, son regard se perd tout à fait. Il déglutit en silence. Laurent est assis. Sur le mur devant lui, de rares photos scotchées avec des bouts de pansement adhésifs transparents. Un groupe de lycéens devant un haut portail de fer forgé. Un enfant, visage bariolé, bleu, blanc, rouge, avec un ballon de foot sous le bras. Sur un canapé, 2 ados, tout sourire, en selfie. Un tableau blanc Véleda où est écrit en feutre vert effaçable, jeudi 21 mars 2023, unité d'éveil, hôpital neurologique, Lyon, bonne journée, en exclamation, suivi d'un smiley rudimentaire. Jérémy apporte une chaise et s'assoit face à Laurent et l'observe soigneusement dans le silence. Laurent, est-ce que vous m'entendez? Laurent en phase d'éveil. Survivre. À chaque fois que l'embout siliconé touche la paroi interne de sa trachée, il étouffe dans un spasme douloureux. D'abord pétrifié, son corps cède brutalement dans une quinte faite de glaire et de larmes, un pantin qu'on agite, qu'on désencombre. Après la peur, il y a la douleur, qui reste dans la gorge, parfois longtemps. Elles viennent presque toujours à deux, infirmière et aide-soignante. Pour la première partie de la toilette, lui, s'absente. Elle ôte sa couche et le nettoie de sa souillure. Seulement quand elle commence à laver son visage, il revient. Dans un murmure. Il est beau. Les nouvelles. Au début, elles ne peuvent pas s'en empêcher. Tout le corps passé sous le gant humide, puis séché. À la main. Il ressent tout.
l'empressement, l'application, la douceur. Très rarement, quelque chose comme le dégoût, généralement de jeunes stagiaires. Ils ne reviennent pas. Il porte un t-shirt blanc à l'effigie du Bayern de Munich et un pantalon de jogging gris anthracite épais. Maintenant, il est assis et chaussé de paires d'Oasis, neuves, posées quelques centimètres au-dessus du sol, sur lesquels pieds. Le dossier de son siège, prolongé d'une têtière et d'accoudoirs, surmonte deux larges roues aux finitions chromées. Là où il existe un contact avec sa peau, l'édifice est rembourré de mousse de gel siliconé. Les soignantes quittent la chambre, se désagrègent. L'ennui. Tomber par tonnes entières sur ses sens et ses mains inutiles. Se faire la belle. Que tout s'arrête, jusqu'au moment où l'anéantissement arrive, tout près de lui, dans la chambre de l'autre. Les pas de course cessent, les cris de détresse de la famille déchirent l'air. Un silence lourd vitrifie l'espace, lourd comme le corps. Maintenant le défunt est là, si près qu'il sent son souffle dans son cou, horrible et impitoyable. Alors il devient livide de peur et supplie la vie de le garder, désespérément. Bien plus tard, le lendemain, quand reflue la panique, il pense à l'autre, le souvenir de l'autre, le désespoir de l'autre. Et ce lendemain déjà, une autre a pris sa place, sortie vivante de réanimation, en phase d'éveil, couvée de tant d'espoir dans la chambre d'à côté. Il les entend, les premiers. Oui, je suis là, ma chérie. Les premiers. Oh mon Dieu, elle m'a serré la main. Alors l'autre a définitivement disparu, mort. D'instinct, il le sait, qu'il faut le décider, acte de vouloir vivre, à nouveau. Laurent en phase d'éveil, l'épreuve du temps. La mémoire ne mesure pas le temps. D'ailleurs, elle ne le perçoit pas. Elle en est incapable. C'est le temps qui, s'écoulant, dépose son empreinte sur la surface molle et inerte de la mémoire. Or, le passage du temps est impossible à mémoriser sans le mouvement volontaire dans l'espace, le déplacement, ne serait-ce que du regard. Il sait, par des indices concordants, que plusieurs semaines sont passées, mais il ne l'éprouve pas. Sa vie d'avant, il se la remémore sans cesse. Il vit cloîtré dedans, englouti, si bien que cette vie d'après n'inscrit rien. Il ne se rappelle pas les premiers jours qui ont suivi l'AVC. Cette période n'est qu'une longue nuit d'inconscience et de solitude. Et cependant, il se souvient avec acuité des premières heures en réanimation. La survie, le cauchemar. Là, il était lucide. Puis ce fut un temps dissolu dans les limbes. Les voix familières l'apaisent un moment. Sa peau ressent le froid, la chaleur, le contact. Il fait l'expérience de la douleur physique. Certains médicaments déclenchent en lui des rêveries érotiques troublantes. Il s'interdit de penser sa douleur morale, de peur qu'elle ne le tue. Il songe que chacun connaît son passé, mais le futur, personne. Que pour lui, c'est l'inverse. Il ne peut que prédire son avenir, le voir là, immobile, exactement identique à lui aujourd'hui. Entre son futur et lui, il n'y a rien. Pas d'espace, pas de projection possible. Seulement par l'action d'autrui, il est là. Laurent en phase d'éveil, revivant. Des mains le poussent dans le couloir jusqu'à la salle de rééducation. Là, il faut manœuvrer le fauteuil roulant entre le plan de Bobat et le verticalisateur. Il règne une atmosphère de joie presque enfantine, dans ce qui paraît d'abord une salle de jeu. Un espace ensoleillé, le ballon de clin rose, les cônes de différentes couleurs au sol et sur la table ergonomique, les cubes de bois de taille variée. Un homme se met debout entre les barres parallèles qu'il empoigne. Il se redresse à la force de ses bras. C'est l'action de toute sa personne, muscles du visage compris. Il y a, dans cette lutte contre la gravité, quelque chose de militant. L'homme proteste. Il engage un pas, chancelant, puis un deuxième, et son visage change. Le rictus exténué et inquiet est balayé par une vigueur nouvelle, intransigeante. Le corps a fini de trembler. L'homme reste debout et tourne la tête à droite et à gauche, observe la situation sous un angle nouveau. Libère sa main droite qu'il porte à son visage dans un geste lent. Il touche la blancheur de sa barbe naissante. Puis il porte la main au côté droit de son crâne, complètement rasé. À cet endroit, une balafre circonférentielle court du front à l'os occipital. La partie droite de son crâne est déformée, comme cabossée. L'homme aperçoit Laurent et lui sourit doucement. Céleste, la kiné, vient près de l'homme et par un léger contact de sa main dans son dos,
Elle le guide vers le fauteuil, au bout des barres parallèles. Ensuite, elle s'approche de Laurent, installe le cyclo-ergomètre motorisé à ses pieds. Le pédalier démarre. À ce moment-là, Laurent a une sensation un peu étrange mais agréable, celle de marcher à demi assis et à moitié immergé dans l'eau. Par la fenêtre, il voit un bout de ciel bleu et s'y accroche.